Si ça te chauffe, on lance une partie. Tu connais les règles bien sûr. Construire son empire immobilier pour couler ses adversaires à coups de loyers très onéreux. Mais est-ce que tu savais qu'à la base, le Monopoly est plutôt anticapitaliste ? C'est Elizabeth Magie qui l'a inventé et protégé d'un brevet en 1904. Le jeu s'appelait alors The Landlord's Game, le jeu du propriétaire foncier. Elle voulait dénoncer l'oppression des rentiers de l'immobilier sur les locataires. Manque de bol pour cette jeune américaine progressiste, le jeu sera copié puis commercialisé par les frères Parker qui vont donc capitaliser dessus. Jeu anticapitaliste mais aussi féministe, antifasciste et même zadiste. Aujourd'hui, les règles du jeu sont souvent écrites pour te faire réfléchir et ça te laisse le temps d'adhérer à des idées. Alors, est-ce que jouer aux jeux de société, c'est si enfantin que ça? Est-ce qu'on joue de manière innocente de 7 à 77 ans? Là, je suis dans un endroit justement très politique, l'un des sièges parisiens du syndicat CNT. Et ce soir, il y a la présentation d'un jeu de société, et pas n'importe lequel, un jeu antifasciste. On va rencontrer Hervé, son créateur. Il est membre de la Horde. Tu sais, c'est ce collectif Antifa qui publie régulièrement une cartographie de l'extrême droite française. On a développé depuis un certain nombre d'années des outils pour soit populariser la lutte antifasciste, soit mieux comprendre comment fonctionne l'extrême droite pour la combattre. Et dans ce cadre-là, on fait appel à des outils d'éducation populaire classiques, donc des schémas, des diaporamas, des présentations et le jeu, assez logiquement, comme outil, est venu comme ça. Alors c'est pas n'importe quel jeu de société, c'est un jeu de simulation. Un peu comme un jeu de rôle, et dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre-là qu'il s'inscrit dans notre projet de mettre les gens en situation. Après, un jeu de société aussi, comme son nom l'indique, c'est aussi un jeu social en fait, dans lequel les gens vont avoir des échanges, vont discuter, vont devoir se mettre d'accord, vont échanger des points de vue. C'était aussi un des objectifs, c'était que plutôt que d'offrir simplement notre vision sur l'extrême droite, le militantisme, etc., laisser aux gens le soin d'en discuter à la limite entre eux, sans nous. Là, c'était vraiment vivre la lutte antifa, mais de l'intérieur. L'objet même de l'univers du jeu, il est politique. En fait, c'est un jeu sur le militantisme politique. Le fait d'avoir développé un jeu coopératif de gestion dans lequel tout va se passer par la parole, l'échange, le consensus, le fait de se mettre d'accord et surtout le fait d'agir collectivement, ça c'est aussi un choix politique de notre part. C'est qu'on n'a pas fait de rassemblement. Vous voyez, on aurait fait un rassemblement, il y avait plus de d'emblée. Non, on a fait une action offensive. On s'en rend peut-être pas forcément compte, mais même dans les grands jeux commerciaux, quand le but du jeu c'est de conquérir le monde, c'est de massacrer des villageois, c'est de piller les richesses du voisin, et pour nous c'est politique. Il faudrait poser la question à ceux qui ont travesti le Monopoly ou à ceux qui ont inventé le risque. Est-ce qu'ils avaient une intention de populariser l'impérialisme ou le capitalisme? Peut-être. Est-ce que c'était leur but? J'en sais rien. Pour aborder la politique, il n'y a pas que des jeux militants. Il y a aussi des jeux pédagogues qui peuvent t'aider à comprendre les enjeux d'un débat, à connaître l'histoire des idées ou l'histoire de son pays. En Irlande, par exemple, il y a un jeu exclusivement consacré au conflit nord-irlandais de la fin du XXe siècle. Ça s'appelle The Troubles. On en a parlé avec son concepteur, Hugh O'Donnell. The Troubles is a six-player board game which allows participants to engage in the political and military conflicts of Northern Ireland between 1964 and 1998. What's important for me as an English teacher is that the game tells a story. It's not just about amassing, it's not just about expediency, it's not just about gaining victory points, it's about learning the story. And behind that story, there's a lot of tragedy. The key thing for the Troubles is the story that it tells, the narrative that allows people to go and explore what was a deeply troubling and important event in British history, but allows them to look at this period from different perspectives and gain a more nuanced
and a sort of less polarised view of what people know about, which is probably a lesser known conflict, we have a duty to present what is effectively a key period, in whether it's a film or through a poem or through a simulation or a tabletop simulation or a game. Surely we have a right to those people who have suffered to tell their story. Là, on est au Nicocon Ludique, un bar à jeux à Paris, et je vais demander à de vrais spécialistes, les joueurs passionnés, ce qu'ils pensent de cette histoire de jeux de société et de politique. À partir du moment où je fais un jeu de société, c'est plutôt pour avoir l'esprit ailleurs. Je préfère m'évader grâce à un jeu de société. Or, je trouve qu'il y a beaucoup de politique déjà dans la vie de tous les jours et j'ai pas envie d'en rajouter en allant jouer avec des amis, avec des jeux politiques. Donc, je préfère faire des trucs qui vident la tête. Souvent, on n'a pas toujours des facilités à exprimer son opinion politique. En société, entre amis, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense. Je trouve que les jeux de société, ça permet de plus facilement en parler. Ça peut devenir une blague, ça peut devenir marrant. En fait là où l'opinion politique, ça pouvait créer des conflits, dans les jeux de société, je trouve que finalement, on peut peut-être s'amuser et vraiment en rire plus que entrer en conflit les uns contre les autres. Il y a ceux qui pensent que, et c'est mon cas, tout est politique et on peut toujours trouver un point politique dans le jeu de société, que ce soit un jeu de pur amusement, de déplacement de ressources ou quoi qu'est-ce. Et il y a ceux pour qui ce n'est que du jeu. Il faut absolument être autour d'une table et ne faire que s'amuser. Tout ce qui va être réflexion est à côté. Les jeux de société qui se veulent d'abord politiques, comme Antifa, comme le jeu de la ZAD, ça c'est des jeux qui ont été faits dans le cadre du militantisme. On est là pour faire développer des idées, pour montrer des idées par le médium du jeu de société. C'est très intéressant, mais pour moi le gameplay qui est derrière, c'est pas là qu'on va trouver quelque chose qui, moi en tout cas, pour moi touche au jeu de société. Par contre, dans l'autre sens, on a des jeux qui originellement ne se veulent pas politiques, mais de par leur thématique ou par les réflexions a posteriori, on va y trouver de la politique. C'est évidemment le cas avec des jeux comme Secret Hitler, qui est un jeu très parodique, qui se veut très rigolo, où on va cacher Hitler parmi les joueurs et on va essayer de le retrouver parmi les fascistes. Dans le jeu, tout se veut très fun, mais de par sa thématisation, de par son cadre, eh bien, il peut poser des questions politiques. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est que parce que le jeu de société est tout le temps politique, il peut être aussi bien intéressant comme un amusement, mais on peut réfléchir à ce qu'on a fait après, regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a déplacé, quelle carte, qu'est-ce qu'on avait comme objectif, et ça devient politique a posteriori. En bref, si tu t'intéresses vraiment au gameplay, si tu veux prendre plaisir à jouer, tu risques d'être déçu par les jeux militants. Par contre, il y a tout un tas de jeux moins marqués idéologiquement, mais suffisamment cool et captivants pour faire réfléchir ou susciter le débat. Et toi, t'as déjà fait une partie qui a viré au débat politique ?